Le 6-9. Listen anywhere. Sur France Inter. Bonjour Pierre Aski. Bonjour. Ce matin, Pierre, vous revenez sur le mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale contre Benyamin Netanyahou. La Cour pénale internationale a donc osé. Depuis que le procureur du tribunal de La Haye a recommandé en avril dernier l'émission de mandat d'arrêt contre des dirigeants israéliens et palestiniens, les juges ont pris leur temps. Ils ont été soumis à des pressions pour y renoncer, mais ils ont finalement sauté le pas. Beaucoup de choses ont changé depuis. 2 des dirigeants du Hamas visés à l'origine sont morts. Un 3e, Mohamed Deif, était donné pour mort lui aussi en juillet. Et côté israélien, le ministre de la Défense, Yoav Gallant, visé par un mandat d'arrêt, a été limogé de son poste au début du mois. Reste donc Benyamin Netanyahou, le personnage central de cette affaire, personnalité politique dominante d'Israël depuis 3 décennies et surtout maître des horloges de cette guerre qui dure depuis plus d'1 an. C'est le mandat d'arrêt lancé contre lui qui marque une première historique pour un dirigeant soutenu par l'Occident et qui fait tant de bruit. Mais pourquoi c'est un événement, Pierre ? Écoutez la défense du Premier ministre israélien. Il fait la comparaison avec l'affaire Dreyfus en France à la fin du 19e siècle. Une fausse accusation antisémite, alors contre un officier juif français, aujourd'hui, selon lui, contre les dirigeants démocratiques d'Israël. Cette première réaction parle assurément aux Israéliens. Elle leur dit qu'une nouvelle fois, les Juifs sont seuls face à un monde hostile. Pas tout à fait seuls, en fait, car les États-Unis ont déjà volé à leur secours. Joe Biden a qualifié le mandat d'arrêt de scandaleux. Et pour la future administration Trump, Mike Waltz, le prochain conseiller à la sécurité nationale, a promis une forte réaction contre la Cour dès janvier. Mais les faits sont évidemment plus compliqués. D'abord parce que la décision de la Cour s'appuie sur une solide argumentation juridique. Elle estime, et c'est son rôle, qu'il existe des motifs raisonnables de croire que la personne visée a commis des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Or, de nombreux actes commis par Israël dans sa riposte au massacre du 7 octobre entrent dans ces catégories juridiques, y compris l'utilisation de la famine comme arme de guerre. Les États-Unis eux-mêmes ont maintes fois dénoncé les entraves à l'aide humanitaire et alimentaire à Gaza. Et quelles seront les conséquences de ces mandats d'arrêt ? Alors la première, Marion, est que Netanyahou se retrouve dans la position de Poutine, visé l'an dernier de la même manière et qui ne voyage plus que dans les pays sûrs. Il était absent du G20 au Brésil pour cette raison. La France et d'autres pays de l'UE ont annoncé hier qu'ils respecteraient l'avis de la Cour. La seconde est internationale. Elle donne de l'eau au moulin de ceux qui dénoncent les 2 poids 2 mesures occidentaux, prompts à dénoncer la Russie en Ukraine, mais fermant les yeux à Gaza. Les Américains qui applaudissent la CPI quand elle vise Poutine, mais la menace quand c'est Netanyahou, minent leur discours sur le droit international. Enfin, cette crise place Israël devant l'ampleur des dégâts que la brutalité de sa riposte à Gaza a infligé à son influence dans le monde. Il y a peu de chances pourtant qu'Israël en tire la conclusion que cette guerre n'a que trop duré. La justice internationale n'a que le poids de sa force morale. Dans un monde idéal, ça devrait faire cesser une guerre. Dans la réalité, ça ne suffit pas. Pierre Aski, merci.